Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo. Bendele Koyate. Nouvelle session d'information sur Digital Congo. Le pape François va enfin réaliser son vœu de visiter la République démocratique du Congo. Le souverain pontife va séjourner à Kinshasa pour sa visite papale du 31 janvier au 3 février. Le nonce apostolique Monseigneur Hector Balestor l'a annoncé ce jeudi. Au chef de l'État Félix Tshisekedi, même si l'étape de Goma a été annulée. Et puis à Lubumbashi, dans l'affaire Jérémy Doxalengue, du nom de ces jeunes prophètes retrouvés morts avec des lésions sur le corps le dimanche, on en saura peut-être un peu plus avec l'arrestation par la police des 5 présumés assassins. Ces présumés assassins, tous des conducteurs des mototaxis, ont été présentés au gouverneur. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida célébrée chaque 1er décembre avec 25 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida. La région africaine reste la plus touchée par le sida et en RDC, les activités ont été lancées autour du thème Égalité se maintenant à partir de Kolwezi dans le Lualaba. Merci de choisir Digital Congo pour vous informer. Le pape François va enfin réaliser son vœu de visiter la République démocratique du Congo. Le souverain pontife va séjourner à Kinshasa pour sa visite papale du 31 janvier au 3 février 2023. Le nonce apostolique Monseigneur Hector Balestor l'a annoncé ce jeudi au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Cependant, l'étape de Goma a été annulée. Nous avons accueilli cette annonce qui vient de nous être confirmée et qui a déjà été faite au niveau du Vatican ce jour même à 12h, heure de Kinshasa, que le pape, effectivement, sa sainteté se rendra ici à Kinshasa dans la période qui a été mentionnée du 31 au 3. Je vais rappeler que c'est sur justement l'invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République et l'épiscopat catholique congolais
que cette invitation avait été lancée. Nous avions déjà été très ravis lorsque nous avions reçu une réponse positive de la visite de Sa Sainteté ici, qui devait s'effectuer au mois de juillet et qui malheureusement pour des raisons de santé n'avait pas pu se faire. Et donc nous sommes très heureux ce jour d'apprendre que finalement ça pourra s'effectuer dans cette période-là. Nous avions déjà à ce moment-là demandé à toute la population congolaise de préparer cet accueil de cette haute personnalité. Et donc là, c'est juste une relance que nous allons faire. Nous étions restés en prière, parce que c'est ça que nous avions annoncé lorsque nous avions eu le report de la visite. Nous avions dit que nous allions rester en prière pour la santé de Sa Sainteté le Pape et nous assurer qu'il puisse finalement pouvoir venir et que nos portes étaient en tout cas grandes ouvertes pour l'accueillir. Et donc c'est le même message que nous lançons, tout en demeurant dans cette attitude pour l'accueillir, surtout dans ce moment particulier où la République démocratique du Congo traverse toutes ces situations sécuritaires. Ça sera une visite de très grand réconfort qui sera donnée ici en République démocratique du Congo. Et donc c'est une date attendue désormais où nous allons rester vraiment nous préparer pour cet accueil et où nous allons continuer bien sûr à prier pour la santé de Sa Sainteté le Pape. Forte mobilisation ce jeudi dans les rues de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Les chrétiens catholiques ont répondu à l'appel de la Senko dans une marche pacifique conduite par l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy. Ils ont apporté leur soutien au FARDC engagé au front contre les rebelles du M23 et aussi un soutien total au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ernest Mouero pour le commentaire. Ces chrétiens venus de toutes les paroisses de la ville de Bukavu sont descendus sur l'artère principale de Bukavu, une façon de dire non à la balkanisation de la RDC et apporter leur soutien à l'armée congolaise au front dans la zone occupée par le M23. Dans son mot et dont le mémo a été remis au gouverneur, François-Xavier Maroy a appelé les filles et fils de la province à l'unité et à la cohésion pour faire face à l'agression étrangère au nord Kivu et dont les menaces pèsent sur le sud Kivu. Il a appelé la population à la vigilance et à éviter toute manipulation politicienne. La défense de notre patrie ne doit pas être laissée au seul gouvernant. En ce moment crucial, faites taire les divergences politiques et réunissez les efforts pour être plus forts face à l'ennemi. La nation congolaise est reconnaissante à l'égard de ces soldats qui restent engagés pour la défense de l'intégrité territoriale nationale. Au nom du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, le gouverneur Théo Ngwabidje, qui a salué les efforts du président de la République pour le retour de la paix, a remercié l'archevêque de Bukavu François-Xavier Maroy et toute la population pour avoir témoigné leur soutien sans faille au FARDC. Na leo ya muhimu ni kuungana juu ya kudefendre nchi yetu pour que unité na intégrité territoriale ya nchi yetu ikuwe sauvegardée. L'autre temps fort de la marche, c'était l'appel de l'archevêque qui a invité le gouverneur Théo Ngwabidje et son gouvernement, ainsi que les députés provinciaux autour d'une même table pour un dialogue afin de cimenter la paix, gage du développement. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, on pourra savoir plus sur la mort de Jérémy Doxa Lengue Monga, ce jeune prophète retrouvé mort dimanche dernier. 5 présumés assassins sont aux arrêts, tous conducteurs des taxis moto. Ils ont été présentés au gouverneur de province. Jacques Yaboula a plaidé pour que la justice soit rendue pour décourager des actes similaires. Didier Mumba pour le détail. Les images montrant le prophète Jérémy Doxa Lengue Monga, épuisé, encadré par 2 personnes sur une moto ou allongé et inconscient à même le sol, ont fait le tour des réseaux sociaux. Moro des coups par des motards qui l'accusaient de tenter de ravir une moto à l'un des leurs a finalement succombé. L'affaire a indigné le Haut-Katanga et les services de sécurité se sont mis en branle
pour mettre la main sur les présumés assassins du prophète Jérémie Lengue Monga, âgé de 34 ans. 3 jours après les faits, 5 motards ont été appréhendés par la police et d'autres ont réussi à s'enfuir. Les présumés assassins ont été présentés au gouverneur de province en présence des membres du conseil provincial de sécurité. Jacques Ablakatoué a salué la prompte réaction des services. D'un ton ferme, il a condamné le meurtre du jeune Jérémie Lengue Monga en fustigeant les actes répréhensibles de certains motards qui se croient au-dessus de la loi. Nous avions effectivement constaté qu'avec regret que ces derniers temps, il y a des comportements déviationnistes de nos amis motards et nous ne pouvons pas laisser la situation perdurer. L'État doit assurer l'ordre et la sécurité de tous. Les motards ne peuvent pas être au-dessus de la loi. Je vous recommande de le mettre à la disposition de l'auditorat militaire et que l'auditorat militaire instruise déjà les dossiers, que nous soyons informés du début et de la fin du procès. Les 5 présumés assassins de Jérémie Doxa Lengue Monga ont été déférés devant la justice. L'autorité provinciale a voulu que la justice soit rendue afin de décourager d'autres actes similaires. Processus électoral, quelques jours après la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante, les diplomates africains accrédités en République démocratique du Congo ont manifesté leur soutien au président de la centrale électorale, Denis Kadima. Des échanges entre les deux parties ont porté principalement sur les prochaines échéances électorales de 2023. Commentaire Arlette Ngomba. Accrédité en République démocratique du Congo, un groupe d'ambassadeurs africains conduit par le vice-doyen du corps diplomatique est venu manifester son soutien à Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation des prochaines échéances électorales de 2023. Occasion pour le président de la CENI de présenter à ses hôtes tous les contours des préparatifs dans la perspective des élections. L'entretien de ce jour a porté sur les prochaines échéances, les élections de 2023. Il a fait une présentation exhaustive et que j'ai considérée aussi sincère. Il a très bien expliqué tous les contours des préparatifs et dans la perspective des élections. On a bien sûr parlé des défis, des objectifs et nous sommes conscients que ce n'est pas une entreprise facile. Tenir les élections partout dans le monde demande beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens. Outre l'ambassadeur du Maroc, ceux du Nigeria, du Burundi, de la Namibie, de l'Éthiopie, de la Tanzanie, du Kenya, de la Côte d'Ivoire et du Zimbabwe ont pris part à cette rencontre qui s'est tenue quelques jours après la publication du calendrier électoral 2023. Par ailleurs, le rapporteur adjoint de la CENI a lui échangé avec le caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Les échanges ont tourné autour de l'organisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs au Nord Kivu, où certaines zones sont en proie à une guerre imposée par le Rwanda sous couvert des M23. Paul Mohindo a donné des explications claires et précises à ces élus du peuple qui sont sortis édifiés et rassurés. Également, dans l'actualité, dans la province de l'Équateur, c'est un projet dédié budgétaire de près de 363 milliards 293 millions de francs congolais qui a été présenté aux députés provinciaux pour adoption, nous dit notre correspondant Mbandaka, Delphin Bambi. Ces prévisions budgétaires évaluées à 363 milliards 293 millions de francs congolais ont été présentées aux élus du peuple pour adoption par le gouverneur des provinces Bobo Boloko, entouré des membres de son gouvernement. Sur le plan économique, ces budgets prévoient notamment l'intensification des efforts de maximisation des recettes par la régie provinciale, le désenclavement des territoires par la réhabilitation des routes, l'électrification par la source photovoltaïque, la réhabilitation et équipement des écoles ainsi que des centres de santé et enfin la relance agricole et forestière. Après la présentation, il s'en est suivi un débat au cours duquel chaque député provincial a voulu tirer la couverture de son côté au bénéfice de son fief électoral. Après des amendements, le budget a été adopté à l'unanimité.
Par ailleurs, beaucoup reste à faire en termes de performance dans la mobilisation des recettes propres de la province en vue de la réalisation des projets d'investissement en 2023. Au regard de la contre-performance à mi-parcours en 2022 avec seulement 39% de réalisation. Déclarer recevable les prévisions budgétaires de la province de l'Équateur, exercice 2023, moyennant les observations et amendements apportés par la plénière. Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstient? Honorables députés, chers collègues, le budget de la province de l'Équateur, exercice 2023, est déclaré recevable par Et Olalaba Fifi Masuka, gouverneur de cette province, était à nouveau face aux élus de sa province avant le vote du budget. Il s'agit d'un édit budgétaire rectificatif exercice 2023 qui a été jugé recevable par la plénière. Lisette Kinga Kelekelo pour le commentaire. C'est avec clarté et précision que la gouverneure du Lualaba a répondu aux préoccupations soulevées par les 4 groupes parlementaires de l'Assemblée provinciale lors de la présentation du projet d'édit budgétaire rectificatif exercice 2022 le lundi 28 novembre dernier. À la question sur la résurgence de quelques cas d'insécurité à travers la province, la chef de l'exécutif provincial a fait savoir que la sécurité des personnes et de leurs biens est parmi les préoccupations majeures de son gouvernement. Elle a réitéré son engagement de ne ménager aucun effort pour mettre totalement fin à toute forme de criminalité et réprimer tous les fauteurs de troubles. Il s'observe par contre une accalmie à part quelques cas isolés dont la plupart sont déjoués par nos services de l'ordre. Les cas qui nous préoccupent actuellement sont ceux de coupeurs de route qui rançonnent et caillassent les véhicules du côté Kanina et du côté de Tiamanzaka, ainsi que le conflit parfois avec affrontement entre les partis politiques ANAFEC et UNAFEC observé à Kakanda, Fungurume et à la cité Manika. Les dispositions sont prises pour une opération d'envergure devant durer 1 mois en ce qui concerne le coupeur de route. Sur le plan éducatif, hormis la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires, le gouvernement Masuka a déjà enclenché le processus de soutien aux enseignants Nouvelles Unités. Concernant les travaux de construction des routes et autres infrastructures dans le Lualaba profond, Fifi Masuka Saini a informé la représentation provinciale que des travaux de grandes envergures sont en cours, notamment à Kassaji, dans le territoire de Muchacha, dans le cadre du projet des 145 territoires initié par le président de la République Félix Tshisekedi. Après avoir épuisé toutes les questions des groupes parlementaires, les députés provinciaux ont à l'unanimité jugé recevable le projet d'édit budgétaire rectificatif exercice 2022. Dans la province du Kwango, le gouverneur Jean-Marie Petit était aussi devant les élus provinciaux pour présenter le projet d'édit budgétaire 2023 de la province. Après un débat houleux, le gouverneur a sollicité 48 heures pour revenir répondre aux préoccupations des élus, nous dit Degrofdal. Le projet du budget que j'ai ainsi l'honneur de vous présenter s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la tranche 2023. Seiton Willy Itundala Assang, accompagné de son gouvernement, qui s'est présenté très détendu pour la première fois devant les députés provinciaux pour défendre le budget de la province du Kwilu, exercice 2023. Ce budget se lève en équilibre, recettes et en dépenses à 383 milliards 058 millions 928 664 de francs congolais. Un débat houleux a suivi après l'intervention de l'exécutif provincial sous l'encadrement de l'honorable Serge Makongo Kangantima, président de l'organe délibérant du Kwilu. Les élus provinciaux du Kwilu, très honnêtes, commence par relever plusieurs bévues dans ce budget présenté dans les agitations sans un budget rectificatif n'ayant aucun document de la Cour des comptes et même des erreurs de forme ou
le budget serait présenté par le gouverneur et signé par un ministre avant aussi de formuler plusieurs recommandations pertinentes à l'exécutif provincial. Trop coincé par ces réactions responsables des députés provinciaux, le gouverneur de la province du Kouelo, honorable Willy Itundala Assang, félicite la qualité du débat de ces députés très intellectuels et sollicite 48 heures pour des analyses approfondies afin d'apporter des réponses devant convaincre la première institution de la province du Kouelo. Notez que toute la population de la province du Kouelo a salué la rigueur du président de l'organe délibérant du Kouelo, honorable Serge Makongo Kangantima, qui a imposé la présence du gouverneur qui, hier, brillait par l'absence non justifiée pour passer à cet exercice légal. À la direction financière de développement, les agents sont en colère. Problème, les directions clés sont dirigées par des retraités, retenez-les bien. Voilà près de 3 ans bientôt que l'alerte a été lancée, mais rien n'est fait dans l'entretemps. Et ce jeudi, l'intersyndicale est passé à la vitesse supérieure, nous dit John Zati. À la direction générale de la Société financière de développement SOFIDE ce jour, quelques représentants de l'intersyndicale. Ils sont venus faire du bruit. L'intersyndicale veut se faire entendre. Plus de 3 ans que cela dure, la gestion à la tête de la SOFIDE pose problème. Ce sont des retraités qui occupent les postes de prise de décision. Ils sont à la tête des directions clés de l'entreprise. Finance, opérations, secteur du transport, audit interne et même services généraux. C'est que dénonce l'intersyndicale de la SOFIDE qui, après en avoir fait part à plusieurs reprises à la hiérarchie, a déjà saisi toutes les autorités du pays. L'heure, à présent, est aux actions concrètes. Il a signé un contrat de consultance avec certains directeurs retraités, avec certains agents, travailleurs retraités. Il les récupère, il les place à la tête des directions clés de l'entreprise. Il y a même les rapports de la Banque centrale pour leur faire remarquer que cette gestion-là n'est pas normale. Ils doivent arranger jusqu'au jour. Ils sont toujours là. Il y a madame, le gouverneur de la Banque centrale qui vient encore d'écrire. Mais ils sont toujours là. Alors nous sommes dit c'est trop, tel que nous vous parlons là. Un retraité dirige aujourd'hui la direction générale en intérim. Vous vous rendez compte, est-ce que les syndicalistes peuvent accepter des choses pareilles? Devons-nous laisser que la société soit tuée comme ça par une bande qui prennent la société en otage? Mais il n'y a pas de compétences. Est-ce qu'il n'y a pas de compétences à la SOFIDE? La police nationale congolaise est intervenue pour s'interposer. L'inspecteur du travail, descendu sur place, a pris langue avec la direction de la SOFIDE. Si d'ici mercredi, avertit l'intersyndicale, rien ne fait, des actions d'envergure seront menées. Et dans un autre registre, les membres du comité de pilotage et du comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre TNT étaient ce jeudi autour du ministre de la Communication. Il était question pour eux d'échanger sur la poursuite du déploiement de la TNT sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Lisette Kenga pour le commentaire. Lundi 28 novembre, faisant à la presse l'économie des résolutions du dernier Conseil des ministres, rappelant ainsi la recommandation du chef de l'État en rapport avec la migration vers la télévision numérique terrestre. Prenant à cœur cette demande, le jeudi 1er décembre, les membres du comité de pilotage du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre, CNM-TNT, se sont réunis au cabinet du ministre de la Communication et Médias. Tous les membres étaient présents autour de Jean-Jacques Ochudiema, coordonnateur de ce comité, mise en place depuis 2014. En sa qualité de ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya est le président de ce comité. Aujourd'hui, nous avons tenu une réunion extraordinaire du comité national qui est chargé de faire le suivi et la mise en œuvre de cette exigence internationale parce qu'il fallait switcher du mode analogique pour aller vers le mode numérique. Et donc aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire l'évaluation globale du projet, situer où sont les difficultés
elles ont été identifiées. C'est essentiellement finaliser les processus d'appel d'offres pour recruter le prestataire qui sera en mesure de couvrir les 45 villes qui sont concernées par la deuxième phase, parce qu'il y a une première phase qui a commencé. Pour rappel, le comité de pilotage du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre est composé de 11 ministres, assistés du coordonnateur du Comité national de la migration à la TNT. Il s'agit du ministre de la communication et des médias qui assure la présidence de l'intérieur, de la justice, du plan, de la défense, des PT NTIC, des finances, de l'économie, de la culture et arts et de l'industrie. Depuis 1988, l'humanité célèbre la journée de lutte contre les VIH-Sida chaque 1er décembre. Avec 25 millions de personnes vivant avec les VIH, la région africaine reste la plus touchée par le sida. On écoute à cet effet le ministre à la Santé, le docteur Mbongani. Cette 35e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida est placée cette année sous le thème « Poussons pour l'égalité » au niveau international et main dans la main pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections à VIH au niveau national. Ces thèmes traduisent la nécessité d'étendre l'offre et l'accès aux services de dépistage du VIH et traitement dans notre pays sans laisser certaines couches de la population pour compte. En effet, le sida existe en RDC et cela entrave l'épanouissement de nombreuses familles. Mais ce mal peut être vaincu dans notre pays d'ici 2030, suivant l'engagement pris du haut de la tribune des Nations Unies lors de l'Assemblée générale de 2021 par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, et ce, conformément aux objectifs de développement durable. Dans le contexte de couverture santé universelle, déjà en marche en RDC, si chacun s'investit dans la lutte contre les facteurs de risque et les inégalités sociales, nous allons ensemble vaincre le sida. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette énième journée est l'occasion pour le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention de faire le bilan de toutes les actions menées contre ce fléau planétaire qui est le sida. Ici de noter qu'avec une couverture de 85% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique, 82% parmi elles sont mises sous antirétroviraux et 73% parmi celles qui sont sous traitement ont une charge virale supprimée. Ces résultats montrent clairement qu'il subsiste encore des obstacles pour l'offre et l'accès au dépistage du VIH dans notre pays. Étant dans une épidémie généralisée, avec plus de 548 000 personnes estimées infectées par le VIH, il est nécessaire que la mobilisation de tous pour le dépistage du VIH soit assurée pour permettre aux personnes vivant avec le VIH et qui s'ignorent à connaître leur statut sérologique afin de garantir la prévention de la communauté et leur propre prise en charge. Et dans les rues de Kinshasa, les quelques Kinois interrogés dénoncent la stigmatisation des personnes séropositives. En même temps, ils invitent les séro-ignorants au dépistage volontaire. Ils sont au micro de Jules Ninda. On doit traiter ces gens-là qui sont atteints du virus avec amour, parce qu'en restant avec eux, on ne peut pas se contaminer, parce que d'autres personnes se disent que quand tu es en contact avec une personne qui a le VIH, ou quand tu manges, tu utilises les mêmes trucs du genre avec la personne, tu ne peux pas être contaminé. Le virus a, je dirais, plusieurs manières de se transmettre, parmi lesquelles nous avons, comme je disais, les rapports sexuels. Ça peut se transmettre de la mère à l'enfant. Le virus aussi peut être transmis au niveau des objets utilisés par le malade. Donc, quand vous êtes ensemble avec une personne qui est malade, vous ne devez pas en fait décourager la personne, vous devez l'encourager parce que c'est un problème, c'est une maladie, vous devez l'encourager à ne pas perdre foi parce que actuellement avec l'évolution de la science, il y a vraiment la possibilité de vivre longtemps avec le VIH sans avoir des problèmes au niveau de la société. Le sida c'est comme la malaria, c'est une maladie normale au fait, c'est comme toute autre maladie, donc ce n'est pas une maladie de la honte. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est par rapport au rapport sexuel qu'on peut attraper le sida que ça devient une maladie de la honte. Non. Moi, je demanderais à ces gens-là de ne pas critiquer les autres. Il faut plutôt les encourager. Les encourager parce qu'ils peuvent vivre tout en étant malades. S'ils connaissent leur état sérologique, ils peuvent vivre aussi longtemps que Dieu les prête vie. C'est comme moi, je sais que le 1er décembre, je dois me dépister.
Je l'ai fait souvent, mais je n'ai pas suivi nulle part à la télé ou quelque part qu'on a essayé un peu de sensibiliser aux gens que non, voilà, venez vous faire dépister. Il y a les journées de sida, c'est le 1er décembre. Il n'y a pas vraiment une forte sensibilisation. La sensibilisation doit continuer. En tout cas, il faut que la sensibilisation soit habituelle. Donc qu'on fasse la sensibilisation, même maison par maison, porte à porte, ça sera mieux parce que la population est trop ignorante. On peut enseigner aujourd'hui, mais on oublie après 2-3 jours. Et au Nord Kivu, la province a enregistré plus de 2000 nouvelles personnes atteintes du VIH-Sida et 138 décès au courant de l'année 2022 ont été enregistrés aussi. Avec les déplacés et l'insécurité, les autorités craignent que ces chiffres ne puissent s'alourdir, nous dit Mao Zigabe. C'est dans la salle de réunion du gouvernorat du Nord Kivu que la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida a été officiellement célébrée à Goma. Cette pandémie affecte encore cette province avec plus de 2000 nouvelles infections et 138 décès rien que pour l'année 2022, d'où l'interpellation du PNMLS. Mais dans la main pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections à VIH. C'est le thème national choisi pour cette journée. L'occasion pour le vice-gouverneur du Nord Kivu d'alerter la communauté nationale et internationale sur la situation qui traverse le Nord Kivu suite à l'insécurité. Toutes les 34 zones de santé au Nord Kivu sont devenues des zones à risque par rapport au VIH. C'est dans ce contexte d'urgence multiple que nous sommes tous appelés, chacun dans sa sphère d'autorité, d'accéder à une série d'actions concrètes relatives à la réunion, à la révolution de la prévention et de la sensibilisation liée au VIH-Sida. Avec de nombreux malades du VIH-Sida dans le cas des déplacés dans l'est du pays, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA apporte sa contribution pour barrer la route à la propagation de ces fléaux. UNFPA met en place une stratégie qu'on appelle le dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive. Et dans ce dispositif minimum d'urgence, il y a 12 kits. Et parmi les 12 kits, il y a le kit 1, A et B, qui est constitué de préservatifs masculins et féminins. Et pour contribuer dans la lutte contre la propagation de l'infection à VIH, UNFPA a mis à la disposition aussi bien des autorités à travers le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS, que les acteurs humanitaires, ce kit 1, donc le préservatif. Sur place, les participants ont été dépistés pour donner l'exemple à toutes ces personnes qui hésitent encore à connaître leur état sérologique. L'une des actions qui rendent efficace la lutte contre le VIH-Sida. Toujours en santé, plus de 100 personnes de l'espace Grand Kassai ont bénéficié d'une campagne d'opération gratuite des différentes pathologies coordonnée techniquement par la fondation HBO. Cette campagne entre dans le cadre de l'accessibilité aux soins de santé de qualité. Commentaire Sandrine Pemba. L'accès aux soins de santé de qualité pour tous, cette promesse du chef de l'État s'est concrétisée dans l'espace Grand Kassai avec l'organisation de la campagne d'opération gratuite des malades dans cette partie de la RDC. C'était des centaines de malades venus de Mbujimaï, Miabi, Kananga et Kabeya-Kamwanga qui se sont fait opérer de diverses pathologies telles que les cataractes, vésicules biliaires, hydrocéphalie ou encore tumeurs bénignes des reins pour ne citer que cela. La fondation HBO Global Protection qui a assuré la coordination technique de cette campagne qui a duré 21 jours a utilisé des techniques modernes de chirurgie telles que la phacoémulsion en ophtalmologie, vidéochirurgie pour l'opération des drépanocytaires ou encore l'hystérectomie en gynécologie. Autant des gestes opératoires tous réussis pour améliorer la qualité de vie de ces différents patients. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer cette initiative du premier citoyen congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Je bénis Dieu parce qu'il nous a donné un bon président et que Dieu le bénisse. Cette assistance gratuite du chef de l'État pour soigner nos enfants nous touche beaucoup. Nous lui remercions infiniment.
La coordinatrice de la fondation HBO Global Protection, Hermione Bolumbe, a salué l'altruisme du chef de l'État. Nous tenons vraiment à remercier sincèrement les chefs de l'État. Comme j'ai toujours dit, la vie ne s'arrête pas à Kinshasa. On a compris que le chef de l'État a ces soucis-là, que les gens vivent bien. Il a ces soucis-là qu'aujourd'hui tout le monde ait l'accès aux soins de santé. Le ministre des Finances, qui a donné les go de cette campagne, a rassuré quant à la pérennisation de cette action à travers la RDC. Nous allons continuer à collaborer avec la Fondation pour pérenniser ces actions. Et puis en dehors de nos frontières en Afrique du Sud, la commission mise en place pour examiner les éléments qui attestent que le président Ramaphosa a violé la Constitution a déposé son rapport au Parlement. C'est maintenant au Parlement de l'examiner avant de se prononcer, nous dit Trésor Ngoudia et Fifi Kouchipon. Il y a suffisamment de matière pour débattre au Parlement. C'est ce qu'a révélé une commission indépendante désignée en septembre dernier par le Parlement dans son rapport remis ce mercredi à la présidente de l'institution. Les membres de cette commission étaient chargés de déterminer si le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a violé la Constitution ou la loi. Le dirigeant est empêtré depuis plusieurs mois dans un scandale lié au cambriolage de sa propriété agricole de Falafala en 2020. Lors de ce cambriolage, des liasses des billets ont été retrouvés cachés dans un mobilier. Le président sud-africain est accusé d'avoir dissimulé l'incident à la police ou au fisc. Le Parlement sud-africain doit étudier les conclusions de ces rapports en 3 tomes mardi prochain. Celle-ci pourrait théoriquement conduire à un vote pour la destitution du chef de l'État Cyril Ramaphosa. Mais cette procédure a en réalité peu de chances d'aboutir puisque l'ANC, le parti présidentiel, détient une confortable majorité au Parlement, soit 2/3 de l'Assemblée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de Digital Congo et aujourd'hui nous saluons nos téléspectateurs de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, merci de lire avec nous les journaux parus ce jeudi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'échange du président de la République avec les jeunes occupe la une de bon nombre des journaux parus ce jeudi à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Commençons par le quotidien Le Journal qui aborde la question et informe que le président de la République a convaincu la jeunesse au sujet de la guerre d'agression et les élections de 2023. Au sujet de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers les terroristes du M23, le journal fait savoir que le président de la République a lancé qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, alertée, dynamique et proactive. Le chef de l'État a donc reconnu que la jeunesse congolaise a toujours été à la manœuvre de grands changements qui marquaient l'histoire de la République démocratique du Congo et qu'elle a toujours défendu sa quête de démocratie. Au-delà de cette reconnaissance historique de vos actions héroïques, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi, la jeunesse constitue aussi un énorme potentiel. Abordons toujours la rencontre du président de la République et les jeunes ce mercredi à Kinshasa. Forum des As révèle lui que les jeunes sont favorables à l'instauration du service militaire obligatoire avant l'université. Selon Forum des As, des jeunes congolais ont proposé au Parlement de légiférer sur l'instauration du service militaire obligatoire avant l'université. Ils ont fait cette proposition au cours de leur rencontre avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi ce mercredi 30 novembre au Palais du Peuple. Une rencontre qualifiée de rendez-vous de paix et de l'unité nationale renchérie. Forum des As.
L'agence congolaise de presse, quant à elle, rapporte que face à la jeunesse, Félix-Antoine Tshisekedi réitère son appel à l'enrôlement massif dans l'armée. Selon la CP, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré mercredi lors de son face-à-face avec la jeunesse au Palais du Peuple à Kinshasa son appel à la mobilisation de celle-ci pour un enrôlement massif au sein de forces armées de la République en guerre contre le M23 soutenu par l'armée rwandaise. À l'agence congolaise de presse de poursuivre que le chef de l'État a soutenu dans son adresse devant les différentes organisations socio-professionnelles et politiques de Kinshasa et de l'arrière-pays réunis au sein du Conseil national de la jeunesse que l'histoire du monde démontre qu'aucun pays du monde ne s'est déstabilisé lorsque sa jeunesse est dynamique. Et notre jeunesse est aujourd'hui présente notamment dans les zones de défense du territoire national. Ainsi a-t-il motivé la jeunesse tout en rappelant son dernier message, celui de s'enrôler dans l'armée au moment où le pays connaît l'agression de sa partie orientale par le Rwanda. Dans un tout autre registre, l'agence congolaise de presse informe également que le président Félix-Antoine Tshisekedi a assisté à Expo Béton 6 visant la rénovation de Kinshasa. À en croire la CP, les infrastructures utiles à la rénovation de la ville de Kinshasa sont au centre de la 6e édition du salon dénommé Expo Béton. Le salon qui a ouvert ses portes mercredi au Palais du Peuple en présence du président Félix-Antoine Tshisekedi est placé sous le thème 5 piliers pour rebâtir Kinshasa horizon 2036 vu par les sénateurs de la ville de Kinshasa. À l'ACP de préciser que cette rencontre d'experts du bâtiment a pour objectif d'achever les réflexions entamé lors de la 5e édition sur les statuts de Kinshasa comme province et pas seulement comme ville et de poursuivre ces mêmes réflexions sur Kinshasa du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 avec comme thème 10 projets pour rebâtir Kinshasa regroupés autour de 5 piliers, à savoir l'administration, l'éducation et le tourisme, le transport, l'aménagement urbain, les infrastructures et le financement, a révélé Jean Bamanissa qui a aussi expliqué le choix opéré pour chacun des 5 piliers retenus pour cette édition qui cherche à attirer l'attention des décideurs sur le fait que d'ici 2050, Kinshasa sera l'une des villes les plus peuplées du monde, sollicitant l'appui du gouvernement central pour la réalisation de leurs projets. Le quotidien La Prospérité s'intéresse aussi à l'Expo Béton 6 et titre à sa une 5 piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036. Kinshasa, Félix Tshisekedi assiste au lancement de la 6e édition d'Expo Béton. La Prospérité note que cette édition s'épanche essentiellement sur le thème 5 piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036 vu par les sénateurs de la ville de Kinshasa et revient sur l'objectif qui est d'achever les réflexions entamées lors de la 5e édition sur les statuts de Kinshasa comme province et pas seulement comme ville et de poursuivre ces mêmes réflexions sur la politique de modernisation de la capitale. La Prospérité fait savoir par ailleurs que le président de l'organisation d'Expo Béton, Jean Bamanissa, a déploré le fait que Kinshasa, avec sa superficie de 9 965 km², ne puisse pas disposer de plus des réserves foncières. Nous devons ensemble avoir